Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte, bonne année 2024. Merci. On peut encore se dire bonne année en février, Guillaume? Ben oui, c'est notre premier épisode du balado Actualité Construction en 2024, donc on peut se souhaiter bonne année, je crois. Qu'en penses-tu de ton côté? OK, c'est bon, je vais le prendre. Voilà. Puis, t'as raison, on commence l'année, en force dans le domaine de la construction. On a eu des gros changements déjà qui se sont passés la semaine dernière avec le dépôt du projet de loi 51 par le ministre du Travail. Oui, dépôt du projet de loi de la modernisation du secteur de la construction. Bonne année à tous les entrepreneurs. Oui. Vous saurez un petit peu plus ce qui se trouve dans votre cadeau 2023, si c'est un cadeau. On va en parler plus longuement dans la nouvelle à développement, ou du moins la dernière nouvelle qu'on va couvrir, notamment avec le professeur émérite, M. Marcel Boyer, professeur à l'Université de Montréal. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Très content d'être ici. Bien, merci d'être avec nous. Je vous le disais tout à l'heure en micro fermé, vous êtes le premier chercheur que j'ai lu en arrivant à l'ACQ. En 2018, vous aviez effectué une vaste recherche sur la question de la mobilité de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Ça va nous faire plaisir d'aller plus en profondeur dans ce dossier-là avec vous en complément tout à l'heure. Très bien. Fait que sur ce, on a beaucoup d'informations aujourd'hui, fait Oui. qu'on va commencer en force. Première nouvelle, la construction, cette année, ça va bouger. Il y a beaucoup de chantiers sur la table. On peut parler des écoles dans lesquelles il y a plus de la moitié des écoles du Québec où il y a des travaux à faire. Il y a le gros projet de transition énergétique d'Hydro-Québec qui s'en vient aussi, qui va nécessiter beaucoup de travailleurs. 35 000 employés de plus qu'on dit chez Hydro-Québec. Exactement. On sait en plus qu'il manque déjà 10 à 12 000 travailleurs dans la construction. Voilà. Puis on sait aussi que ça va prendre du logement. J'ai vraiment besoin de le dire. Il y a des gros projets d'infrastructure qu'on pense au tunnel aussi, Louis-Polyte Lafontaine qui est près de nous et tout plein d'autres chantiers. Fait qu'on n'a pas fini d'entendre parler de construction en 2024. Ça fait juste commencer. Ça va être un enjeu qui va être majeur et qui est touché par tous les secteurs de l'économie. Il y a plusieurs journalistes qui l'ont dit. 2024, c'est l'année de la construction. On commence avec un projet de loi, plusieurs projets d'infrastructure. Tu as tout à fait raison. Et en lien avec ça, le premier ministre et le ministre de l'Éducation et le ministre du Travail et la ministre de l'Emploi ont tous annoncé en octobre dernier une nouvelle formation accélérée pour donner accès au métier de la construction. C'est une formule qui a été hyper populaire. 48 000 demandes, entre 47 et 48 000 demandes. Plus de 4 000 inscrits. Là, on parle de 4 700 si mes chiffres sont bons. 4 4388. 4 300, oui. On est plus En proche date du 4 du 000. 26 janvier. Mais 4 388 inscrits dans les centres de formation professionnelle pour 4 formations. Frigoriste, charpentier-menuisier, mécanicien de machinerie lourde et opérateur de machinerie lourde également. Donc, ce sont des métiers qui manquent dans le secteur de la construction. On a visé ces métiers-là, mais déjà, on a eu une annonce que le programme serait reconduit. Est-ce que ce sera encore les mêmes formations? On va attendre de voir l'annonce. Mais chose certaine, c'est qu'il y a actuellement des travailleurs ou des futurs travailleurs qui sont inscrits dans les cohortes et on met déjà en doute le fait qu'ils vont se retrouver sur les chantiers parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de barrière à la sortie non plus, un petit peu comme on avait vu dans le secteur de la santé où on avait formé des préposés aux bénéficiaires et devaient effectuer un certain nombre d'heures dans l'industrie. Bon, on ne semble pas avoir les mêmes barrières du secteur de la construction. On a demandé au ministre d'apporter des clarifications, au ministre Boulay d'apporter des clarifications à ce sujet-là. On attend de voir qu'est-ce qui va se dérouler là, pour l'année 2024. Peut-être d'incitatifs pour pousser, pas pour la formation, il manque clairement pas d'incitatifs si on voit toutes les inscriptions qu'il y a eu, mais il manque peut-être d'incitatifs pour passer de la formation au terrain par la suite. C'est ce qu'on va voir quand la formation va être terminée, parce que là, elle est en cours, fait qu'on a un peu une appréhension sur ce qui va se passer, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Exact. Il y a certains journalistes qui nous annonçaient qu'il y avait des travailleurs ou des gens qui étaient assis sur les bancs d'école qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, rénover leur sous-sol, construire un cabanon la fin de semaine. Ces gens-là, on leur demande s'ils nous écoutent à ce stade-ci. On est encore au début de la formation. Laissez votre place à quelqu'un qui veut vraiment intégrer le secteur de la construction. Charlotte, tu l'as bien dit tantôt, 10 à 12 000 postes vacants dans notre industrie. On a grand besoin. Ça, c'est juste en ce moment, là, ça va continuer de monter, là, on vient de le dire. Là. Fait que oui, effectivement, laissez vos places à d'autres. On en a cruellement besoin. Voilà. Et
Finalement, comme dernière nouvelle à développement, quelque chose qu'on a vu qui s'est passé, qui a été discuté plutôt dans la ville de Lévis. Il serait question de taxer les terrains qui restent vacants, les terrains de promoteurs qui ne construisent pas. Ce qui est une drôle d'idée, sachant que au final, qui va donc devoir payer cette taxe supplémentaire? On ne se leurrera pas, Charlotte. Quand on charge une taxe au promoteur, le promoteur va le charger sur son loyer final. Puis des fois, ça peut être la différence entre on lève de terre un projet ou pas. Donc, toutes les formes de taxes qu'on voit apparaître actuellement, que ce soit des taxes à la densification, des taxes au terrain vacant, ce sont les consommateurs qui, ultimement, vont le sentir sur le prix des unités. Donc, c'est pas, à notre avis, une bonne solution de la part du maire d'Olivier, qui, lui, souhaite stimuler la construction en disant « mais si je taxe les terrains vacants, les gens vont se sentir forcés de construire ». Et c'est pas tout à fait la réalité qu'on nous explique quand on parle aux entrepreneurs. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt dire « si vous me taxez, je vais chercher à me départir de mon terrain. » Et là, le temps qu'on se départisse du terrain, qu'on trouve un promoteur... Bon, bref, j'ai pas besoin de vous imaginer la ligne du temps. Là. C'est pas une stimulation au développement. Au contraire, là, voilà. Ça va juste... ça ne changera probablement rien, excusez. Ça va probablement seulement augmenter les prix des loyers qui seront créés. Mais il y a une rencontre qui se tient vendredi entre les différents acteurs de l'industrie, l'IDU, la PCHQ, également la Corpic et l'ACQ seront présents pour rencontrer le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Donc, on attend de voir ce qui sortira de cette rencontre-là. À suivre. Mais finalement, voilà. Le sujet du jour, le projet de loi 51, la modernisation de l'industrie de la construction. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut savoir. Là, je suis un entrepreneur à l'écoute. Là. Qu'est-ce qu'il faut que je sois au courant? Là? 3 choses. La première, c'est la flexibilité. On vient d'intégrer une notion de flexibilité dans le secteur de la construction qui n'existe pas nécessairement à l'heure actuelle. Ça va permettre à des corps de métier d'effectuer des tâches qui sont dans d'autres corps de métier lorsque nécessaire. Et bien entendu, je tiens à stipuler que c'est les entrepreneurs qui sont responsables de la qualité des travaux, donc qui ne donneront pas n'importe quelle tâche à n'importe qui pour réaliser ce qu'ils ont besoin de réaliser. Le deuxième point, c'est la modernisation un petit peu de la mission de la Commission de la construction du Québec. Plusieurs comités qui sont créés, différentes instances qui vont nous permettre d'avoir une meilleure concertation de l'industrie. Mais il y a aussi des ajouts au processus de négociation de conventions collectives qui devraient, selon nous, faciliter aussi les négociations et donner plus de temps à chacun des partis pour mettre sur la table ce qu'ils souhaitent avoir dans les prochaines négociations, ce qu'ils souhaitent négocier plutôt dans les prochaines négociations. Le troisième point, et j'arrive à vous finalement, M. Boyer, le troisième point, c'est la mobilité de la main-d'œuvre. Le ministre l'a annoncé, vous avez probablement vu les annonces, on va retirer le droit aux partis de négocier les éléments qui se trouvent dans les conventions collectives concernant la mobilité. Puis on va venir aussi augmenter le bassin de main-d'œuvre qui peut aller d'un côté ou de l'autre. J'aimerais ça vous entendre d'entrée de jeu sur quelles sont ces règles-là, pourquoi on les a mis en place, quel était le contexte économique dans lequel le Québec se trouvait quand on a mis les règles actuelles en place. Oui, alors l'introduction de Charlotte était très bonne en termes de la situation dans l'industrie de la construction aujourd'hui, puisqu'on anticipe dans les prochaines années, peut-être les prochaines décennies. On a vécu des difficultés économiques, on a vécu des conflits intersyndicaux extrêmement sérieux il y a une cinquantaine d'années, lorsque ces règles ont été mises en opération. Et c'était un peu pour régler des problèmes, je dirais, syndicaux, parce qu'il n'y avait pas nécessairement des problèmes dans la construction comme telle, dans l'industrie, mais plutôt dans le domaine syndical. Et il y avait aussi des pertes d'emplois, il y a eu des crises économiques, il y a eu des récessions. Et on a voulu un peu protéger, entre guillemets, des emplois. Mais pour les économistes, c'est un peu de la surprotection qui finalement détruisent les emplois. Là. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une situation complètement différente. Et ces règles, ce que j'appellerais brimant la mobilité du travail dans le domaine de la construction, c'est vraiment des restants, dans le fond, d'une époque complètement révolue. Quoi. Mm-hmm. Et donc, il est temps, effectivement, de changer ces règles, de les abolir essentiellement, ce que prévoit, à ma compréhension, le projet de loi 51. Et on comprend une partie, effectivement.
Mais j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça peut brimer pour le travailleur. Là. Concrètement, on reparlera des régions proprement dit par la suite, mais pour le travailleur, qu'est-ce que ça peut représenter, ces limitations-là? D'abord, les études économiques qui ont été faites sur la mobilité, et là, je dirais, depuis 30 ou 40 ans, il y a eu beaucoup d'études économiques au Canada, au Québec, en Europe, aux États-Unis, sur le rôle de la mobilité et de la main-d'œuvre dans la création d'emplois, dans la création de richesses, les gains de bien-être, etc. Et toutes ces études, pratiquement, montrent que la mobilité est un facteur très important dans le développement économique et dans la création de richesses, comme je l'ai mentionné. Et donc, de brimer, empêcher les gens de pouvoir travailler dans une région, entre guillemets, différente de la leur, basée sur leur code postal, c'est une mesure qui, quand on la mentionne dans les auditoires européens, par exemple, les gens sont un peu curieux en disant « ça vient d'où cette idée-là? » Mais essentiellement, ce qu'on a découvert, c'est que la mobilité est un facteur de croissance économique extrêmement importante. Et c'est important que les industries, pas uniquement la construction, mais les autres aussi, permettent à la main-d'œuvre de se déplacer et aux activités économiques de se déplacer, soit des centres vers les régions ou des régions vers les centres, dans un contexte de concurrence, de vérité des prix, et de permettre aux travailleurs d'améliorer leur sort, finalement, effectivement. Et donc, et on s'est aperçu que les travailleurs plus mobiles ont accès à de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, etc., globalement. Et on le voit aux États-Unis en particulier, c'est très évident dans les études économiques. Oui, parce qu'il y a une certaine concurrence. C'est pas nécessairement mauvais, ça vient même souvent faire ressortir le meilleur. Absolument. Et on s'aperçoit que les gens qui se déplacent, qu'ils aillent de centre vers des régions, de région vers une autre région, etc., ce sont des gens dont le statut économique s'améliore à peu près à chacun des déplacements. Et ça, c'est très important. Et au Québec, on a suivi une tendance un peu différente, encore une fois pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la croissance économique ou le développement régional. C'était essentiellement pour résoudre, au point de départ, des problèmes de conflits intersyndicaux. Mais le statu quo finit par s'établir. On établit des règles parfois pour le court terme, puis on s'aperçoit qu'elles deviennent extrêmement rigides dans plus long terme. Et c'est les situations dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Mais vous avez mentionné 2 États clés de notre monde dans lequel on vit. Vous avez nommé les États-Unis, vous avez nommé l'Europe, qui, aux États-Unis, vivent avec des États et qui, eux aussi, ont le protectionnisme facile par les temps qui courent. L'Europe aussi, quand l'Union européenne s'est créée, on avait le protectionnisme facile. On se disait, il faut protéger nos emplois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 États-là? Comment ils ont réussi à traverser la barrière des frontières? Je ne pourrais pas vous dire comment précisément ils sont arrivés à ça. Mais on sait qu'aux États-Unis, par exemple, les données dont on dispose, puis c'est un cas un peu particulier parce que ces données n'existent pas au Canada et ni en Europe comme tel. Mais on s'aperçoit qu'un emploi créé, ce qu'on publie dans le journal souvent, là, cette année ou ce mois-ci, on a créé 3 500 emplois ou 45 000 ou 50 000 ou 100 000 aux États-Unis. C'est la différence entre des emplois qui sont créés et des emplois qui sont perdus. Et le ratio, c'est de l'ordre de 12 pour 1. Ouais. Donc, pour créer un emploi, en gros, il y a 11 emplois qui disparaissent, il y en a 12 qui sont créés. Et cette évolution, ça s'appelle ça, la perte d'emploi, c'est un facteur extrêmement important de la création d'emplois. C'est ce que les économistes appellent la destruction créatrice. Et c'est comme ça que les emplois deviennent meilleurs à travers le temps, parce qu'on a laisser tomber des emplois qui étaient moins générateurs de richesse, puis on a créé des emplois qui l'étaient plus. Et souvent, ça se fait sur une base régionale. Donc, il y a un déplacement des gens à l'intérieur du pays. Aux États-Unis, c'est extrêmement important, la mobilité interrégionale, inter-État, en fait. En Europe, l'Union européenne a été basée sur une liberté de mouvement des travailleurs.
et des biens, des services, du capital, mais aussi des travailleurs. Et au premier chef, on croyait que la liberté de mouvement allait être un facteur de richesse. Et c'est effectivement le cas. Je ne dis pas que la moitié des Français travaillent maintenant à l'étranger ou des Allemands travaillent, bon, etc. Mais il reste qu'il y a une frange importante de gens qui travaillent dans des pays autres que celui où ils sont nés, quoi. Oui, puis il y a déjà des barrières économiques aussi au déplacement régional. Quand un entrepreneur souhaite amener la main-d'œuvre dans une autre région, c'est 26 % de plus que cette main-d'œuvre-là va coûter. Donc, il y a quand même des barrières immenses, là, déjà. Absolument. Ce sont des barrières naturelles. Ensuite, pour l'individu, est-ce que le travailleur va décider de déménager dans une région ou dans une autre région? Ce sont des coûts importants. Il faut qu'il y ait une perspective de gain significatif. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. Les gens qui se déplacent ont accès à de meilleurs emplois que ce qu'ils avaient dans leur... C'est pour ça qu'ils se déplacent. Maintenant, ça ne se fait pas à tous les 2 mois. On ne déménage pas à tous les 2 mois. On travaille parfois dans une autre région et éventuellement, on va décider d'aller s'implanter là, peut-être, si on s'aperçoit que les perspectives se confirment et qu'on va avoir un meilleur niveau de vie. Donc, quand le premier ministre dit qu'il y a des emplois, des opportunités d'emploi dans les régions, c'est exactement ce que vous dites. Tout à fait. Et moi, je pense que le problème du développement régional, ce que j'ai déjà expliqué à un moment donné dans une conférence au Saguenay, où j'avais dit un peu en boutade aux gens, à Québec, on pense que vous n'êtes bon qu'à produire de l'aluminium. Vous êtes incompétent dans tous les autres domaines. Ben non, c'est faux, quoi. Mais il faut leur permettre de se développer dans tous les secteurs et d'attirer la main-d'œuvre qui va venir de d'autres régions. Et ça se fait par la mobilité interrégionale. L'autre aspect un peu curieux, c'est qu'on a une dizaine de 10 régions au Québec là, où cette liberté de mouvement est enrayée dans le domaine de la construction. Mais si c'est bon pour 10, ça serait bon pour 20, à la limite, parce qu'on pourrait très bien, les grandes régions, parce que ce sont des régions importantes, évidemment, on pourrait les diviser en 2, le sud, le nord, l'est ou l'ouest, et dire, si c'est bon pour la création d'emplois d'en avoir 10, ce serait bon d'en avoir 20. Puis évidemment, avec ça, on mène dans un cul-de-sac. On arrive dans un cul-de-sac. Ce que vous dites, essentiellement, c'est que les régions, les 10 régions selon lesquelles la réglementation actuelle existe, elles sont arbitraires. Absolument, tout à fait arbitraires. Et on a eu des cas, d'ailleurs, il y avait, il y a quelques années, une je ne sais pas si on peut appeler ça une poursuite, mais des gens qui se plaignaient de ne pas pouvoir accepter un emploi dans l'autre région parce que leur code postal leur interdisait, quoi. Et donc, on brimait, dans le fond, la liberté des travailleurs de se déplacer. Et c'est un facteur d'appauvrissement, de toute manière. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'effervescence économique que ça pourrait créer pour des régions comme la Côte-Nord, par exemple, comme l'Abitibi, comme la Gaspésie? Absolument. Puis d'ailleurs, ça existe non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Parce que les grandes entreprises sont présentes en région aussi. Elles sont présentes partout. C'est faux de prétendre que, je nommerai pas d'entreprise ici, là, mais qu'une grande entreprise dans le domaine de la construction n'est présente que dans l'est de Montréal ou dans l'ouest de Montréal. Ils ont des bureaux un peu partout, là. Elles sont présentes à travers tout le territoire. Et leur permettre de mieux gérer leur main-d'œuvre, de mieux gérer leurs activités, permettrait en fait aux travailleurs des régions l'accès à des emplois au sein de ces entreprises-là, mieux rémunérés, parce que l'entreprise n'a plus à respecter ces règles un peu artificielles du mouvement de la main-d'œuvre, dans le fond, d'une région à l'autre. Et ça, l'effervescence que ça créerait, il faut la souhaiter, et c'est la concurrence qui va permettre de réaliser ça. Et là, dans le projet de loi, si je l'ai bien compris, il y a beaucoup d'éléments qui vont vers, y compris la redéfinition des emplois ou des métiers, là, les limites, enfin, de ce qui va aussi être un facteur de gain de productivité. Et un des grands problèmes de la construction au Québec, puis de plusieurs autres industries au Québec, c'est la faiblesse des gains de productivité. Et le Québec est à la traîne des autres provinces canadiennes et des États-Unis, entre autres, sur les gains de productivité. Le facteur fondamental de croissance puis de gain
de la qualité de vie, c'est la productivité. Et là, il y a tellement de règles qui briment cette recherche d'une plus grande productivité que finalement, on se retrouve avec une performance économique qui n'est pas, encore une fois, une performance du tiers-monde là, ou du quart-monde, mais qui n'est pas comparable à celle qu'on devrait effectivement connaître. Effectivement, nous avons à peu près 10 de retard sur l'Ontario en termes de productivité. On souhaite que les changements qui sont apportés, qui sont proposés, en tout cas... L'objectif semble aller vers là. Exact. Absolument. Donc, on devrait gagner en productivité. Est-ce que ça va tout régler notre écart? Est-ce que ça va tout combler notre écart? Reste à voir. Le temps nous le dira. Marcel Boyer, professeur émérite à l'Université de Montréal, un énorme merci d'avoir été là, de nous avoir éclairé au sujet de la mobilité et de la productivité dans le secteur de la construction. C'est moi qui vous remercie. Très intéressant. Vous connaissez vraiment bien votre sujet. Ça paraît que vous avez travaillé très fort sur ce sujet-là. Moi, j'adore ça. J'apprends tellement là, quand je suis ici. Merci beaucoup. Puis, Guillaume, à l'image de 2023-2024, on voit que la construction, tous les enjeux se touchent. Ça touche à tout. C'est vraiment un écosystème complet, là. Il y a une effervescence dans notre industrie et vous pourrez compter sur nous, les chers auditeurs, pour vous en faire le suivi de l'actualité au cours de l'année 2024. Oui, on se revoit le mois prochain pour continuer d'en discuter. Merci, Charlotte. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.